Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update graphique. Mine de rien, ça fait quand même un petit moment que j'en ai pas tourné moi et même que vous en avez pas eu. Il me semble, normalement j'alterne update lecture, update graphique et là vous avez eu deux updates lecture de suite parce que j'avais pas lu de graphique et là j'ai lu des graphiques donc je fais un update graphique. Comme d'habitude il y a 4 graphiques ou plutôt 4 sagas de graphiques, vous avez l'habitude si vous suivez mes updates. Et la première BD, c'est Lily Medialuna, c'est ça, le tome 1, Les pierres magiques de Xavier Bonnet. J'aurais bien aimé vous présenter le tome 2 en même temps, mais j'ai pas eu le temps de le récupérer à la bibliothèque et je sais pas quand est-ce que je l'aurai. Et surtout, je suis déjà en retard à l'heure au fond de cette vidéo pour rendre ce graphique, donc il est plus que temps que je le rende. Donc je vous parlerai du tome 2 quand je l'aurai parce que j'ai bien aimé ce tome 1 et je compte bien lire le tome 2. Je sais pas si c'est qu'un diptyque ou s'il y a un tome 3 de prévu, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Toutes les planches sont pas faites de la même manière. Il y a des planches assez classiques comme ça. Et puis il y a d'autres planches un peu différentes qui font plus penser à des albums que des BD. Bref, dans cette histoire, on va donc suivre Lily, une petite fille de, je sais pas, 10-11 ans par là, je dirais, qui a conscience qu'elle fait des choses un peu surnaturelles. Au début, c'est son anniversaire et il lui arrive un truc assez bizarre avec son gâteau. Elle sait bien qu'elle fait des trucs particuliers comme ça et elle a même peur de faire certaines choses parce que probablement ça va mal tourner, voyez. Mais elle se dit que en fait elle sait pas d'où ça vient et on n'a pas l'impression qu'elle se pose plus de questions que ça au début jusqu'à ce qu'elle rentre dans une nouvelle école, donc c'est la rentrée. Je l'ai lu un peu à la bonne période. C'est la rentrée, elle va dans une nouvelle école et là elle va rencontrer par hasard des gens qui ont à peu près les mêmes pouvoirs qu'elle et donc découvrir la magie. Et ce tome 1 est clairement introductif, hein. C'est la découverte de l'univers et puis un petit peu quelques épreuves, alors le mot est fort je trouve mais j'en ai pas d'autres, quelques épreuves qu'elle doit passer pour réellement intégrer cette espèce de groupe de jeunes dirigés par la bibliothécaire qui font de la magie. Donc c'est aussi un moyen pour elle de découvrir cet univers-là, de rencontrer et d'échanger avec d'autres gens qui ont qui ont des pouvoirs comme elle, et donc de découvrir les pierres magiques, puisque l'un des buts de ces épreuves-là, c'est de découvrir sa pierre magique et puis d'apprendre à s'en servir. Franchement, c'était très chou, très mignon, j'ai bien aimé, franchement, j'ai passé un bon moment. C'était pas dinguissime non plus, mais je l'ai dit, je lirai le tome 2 parce que c'était chouette. Ensuite, j'ai lu non sans mal 3 tomes de Mélusine, donc toujours de Clark et Gilson. J'ai lu ici le tome 11, Mélusine à l'école des maléfices, le tome 12, La Belle et la Bête, et le tome 13, Superstition. Je dis non sans mal parce que j'ai trouvé assez facilement les tomes 12 et 13, mais je n'avais pas lu le tome 11 et je n'arrivais pas à le trouver. Du coup, j'ai pour la première fois depuis que je suis inscrite à la bibliothèque réservé une BD. Enfin, oui, une BD en l'occurrence, tu peux faire ça sur le site de ma bibliothèque. Si la BD n'est pas disponible dans l'une des deux bibliothèques auxquelles j'ai accès avec la carte, tu peux réserver la BD. Je l'avais jamais fait parce que je sais pas pourquoi, mais je l'avais jamais fait. Bref, là je l'ai fait parce que ça me gonflait vraiment de pas trouver le tome 11. Et j'ai bien aimé ces 3 tomes. Dans les 2 tomes d'avant, ça m'avait saoulé cette histoire de Mélusine doit trouver quelqu'un, doit rencontrer un homme, doit être en couple, c'est le but de sa life, etc., etc. Là, on n'en parle plus du tout. Vraiment, c'est plus du tout une question, c'est plus du tout un sujet. On continue de suivre Mélusine. Donc ici, elle passe du coup les examens un petit peu de l'école. C'est assez drôle d'ailleurs à la fin. Après, je dis ici, mais le titre, ce n'est qu'une partie de ce qui se passe dans le tome parce qu'en fait, c'est le genre de BD où une planche égale une histoire. On suit toujours Mélusine avec les mêmes personnages qui gravitent autour d'elle, etc. Mais une planche égale une histoire globalement. Il y a parfois des histoires qui prennent 2 planches, mais c'est quand même assez rare. Et ce qui donne le titre au tome, c'est une petite partie du coup de ce qui se passe dans toutes ces planches. Mais globalement, on suit donc Mélusine qui vit dans un vieux château habité par un vampire et une fantôme qui sont en couple.
Rien que ça, je trouve l'univers vraiment génial. Et donc on la suit, il y a sa tante, il y a sa cousine, elle a ses camarades de classe, etc. Et donc bah là, elle passe ses examens globalement. J'ai bien aimé, franchement les 3 tomes, je les ai bien aimés, vraiment. Ici, il y a un petit clin d'œil, une assez grande ref qui est faite à Frankenstein, parce qu'ici, il y a un nouveau personnage qui va intégrer le château, qui est un médecin un peu fou. Et en fait, il se présente au château en disant bonjour, c'est mon château à moi, j'en ai hérité. Sauf que bah, du coup, les propriétaires sont certes morts, mais toujours vivants, puisque c'est un vampire et une fantôme. Donc on lui dit gentiment, bah non, non, en fait, pas du tout. Et du coup, il va vivre au château et faire des expériences un peu à la Frankenstein, donc le livre de Mary Shelley. Et j'ai trouvé ça assez chouette. Vraiment, c'est assez cool. Donc La Belle et la Bête, parce qu'il existe déjà une espèce d'homme de Frankenstein créé par quelqu'un d'autre. Et ce médecin va essayer de lui donner des amis et une petite amie. Donc voilà, j'ai bien aimé ce tome-là. Et le tome 13, franchement, j'ai adoré. Et surtout, je l'ai lu sans faire exprès, je l'ai lu pile poil au bon moment. Donc le tome 13 s'appelle Superstition. Et sur le coup, j'ai pas fait le rapprochement entre le numéro du tome et le titre. Ça m'a pas connecté. Et en fait, ici, on parle beaucoup des superstitions. Il y a notamment une des camarades de Mélusine qui est à fond là-dedans, et qui a peur de tout, genre les chats noirs, les échelles et le vendredi 13. Et moi, je l'ai lu. Alors, je l'ai pas lu le vendredi, mais je l'ai lu le samedi 14, du coup, donc le lendemain du vendredi 13, logique. Et c'était assez chouette, parce que du coup, on a cette camarade de Mélusine qui est par ailleurs absolument nulle dans tout, vraiment. Elle, c'est une sorcière qui ne sait même pas voler sur un balai, pour vous donner un ordre d'idée. Elle est nulle en tout, c'est une catastrophe, elle fait que tomber, elle fait que des conneries, ça ne va jamais. À chaque fois qu'elle fait une potion, il faut partir en courant loin, parce que ça va exploser, c'est sûr. Donc, je vous montre ce personnage, c'est elle, là, qui s'appelle... je ne sais plus comment elle s'appelle du tout, mais bref. Et donc, elle est à fond dans toutes les superstitions. Dès qu'elle voit un chat noir, elle se barre en courant, ce qui est quand même bizarre pour une sorcière, tu vois. Enfin, c'est pas très répandu pour une sorcière. Pareil, les échelles, le vendredi 13, 13 à table, 13 quelque part, n'importe où, enfin bref. Et Mélusine essaye, quasiment pendant tout le tome, là, pour le coup, de débunker toutes ces superstitions et de lui montrer qu'en fait, ça sert à rien d'y croire parce que c'est pas vrai, tu vois. Mais l'usine n'y croit pas et elle passe son temps à essayer de convaincre sa pote que vraiment c'est pas la peine de s'en faire, c'est rien, tu vois. Et moi j'aime bien avoir un personnage comme ça parce que sans surprise aucune, je ne crois pas non plus en toutes ces superstitions. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé ces 3 tomes là, vraiment ça m'a réconcilié vraiment avec Mélusine parce que les 2 tomes d'avant avaient été clairement pas ouf pour moi. Et du coup, je continuerai. Là, derrière, il y a 24 tomes. Là, il y en a 27. Et ouais, 27. Je pense qu'il y a une trentaine de tomes faciles. J'ai toujours pas vérifié combien il y a de tomes en tout de cette saga. Mais j'avance dedans régulièrement et je vous en parle dès que j'ai lu 2-3 tomes en général. Ensuite, j'ai lu une DBD qui est dans ma palle du mois de septembre. Donc, c'est Au pays des cauchemars de Peggy Neal. Je pense que ça se dit comme ça. Et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. Je vous montre comment ça se présente à l'intérieur. C'est plutôt un album qu'une BD puisque toutes les pages sont comme ça. Vous voyez, avec un petit peu de texte ici. Parfois, il y en a en bas aussi. Et en fait, j'ai pas vraiment accroché. Déjà, c'est écrit à moitié en vers, ce qui est perturbant parce que des fois c'est des vers, des fois c'est pas des vers. Je sais pas si c'est traduit, si ça vient de la traduction ou pas, mais en tout cas, à la lecture, ça fait un effet bizarre. Soit écrit en vers, soit écrit pas en vers, mais à moitié comme ça, c'était assez bizarre. Et puis aussi, je suis pas vraiment... En fait, j'ai mis du temps, alors que la BD est très courte et il y a très peu de texte, mais j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire et à comprendre réellement ce qui se passait. Et du coup, je suis rentrée dedans et puis après, c'était fini. Bon, c'est un peu ma faute, mais bon, c'est comme ça. En gros, on suit un petit enfant. Je sais même pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, je ne sais pas. On suit un petit enfant qui est en train de faire un cauchemar. Donc, il y a des monstres qui l'attaquent, etc., etc. Et ce petit enfant va lui-même modifier au fil des pages donc ce cauchemar pour le transformer en quelque chose de positif et donc en un rêve. Oui, il dort encore, mais il modifie lui-même son cauchemar. C'est comme un rêve lucide. C'est ça, je crois que c'est ça. Là, c'est un cauchemar lucide que le petit enfant modifie petit à petit. Je trouve que le message est cool pour les enfants. Maintenant, je suis pas sûre que sous cette forme-là et avec ce texte-là,
ça soit réellement adapté aux enfants, ce qui est un peu bizarre parce que clairement ça peut pas aider les adultes pour les cauchemars d'adultes, tu vois, les cauchemars d'adultes c'est autre chose, on est d'accord. Du coup ouais, je suis assez mitigée sur ce bouquin, je trouve l'idée de base très cool et le message global pour les enfants vraiment chouette, mais je suis pas sûre que je dis pas que c'est mal fait, c'est pas du tout ça, c'est vraiment très bien écrit et c'est bien fait, mais je suis pas sûre que pour le public auquel c'est destiné, ça soit le meilleur format possible. Vous voyez, du coup je suis un peu en mode de... Bah c'est bien, mais c'est pas bien quoi, tu vois. Par contre, ce qui est cool, c'est que aussi en même temps, c'est un cherche-et-trouve pour les enfants. À la fin, il y a tout un tas de petits monstres comme ça qu'il faut trouver au fil des pages, du coup. Et puis dans le texte, c'est marqué... attendez, je vais essayer de vous trouver une phrase. Bon, je trouve pas et je vais pas... Il faudrait que je relise toute la BD pour vous trouver un exemple, j'ai l'impression, donc pas grave. Mais au fil du texte, on te dit en gros de chercher un petit peu... Enfin, c'est pas vraiment dit comme ça, mais tu comprends que c'est ça qu'il faut faire en tant qu'adulte, toujours. Voilà. En gros, mon conseil, ce serait de le lire avec les enfants, mais pas de les laisser le lire tout seul. Voilà. Et enfin, j'ai lu les tomes 3 et 4 de La Forêt du Temps. C'est de Matteo Guerrero et Tristan Rouleau. Donc le tome 3, Le Voyage vers le Sud. Et le tome 4 qui est La Vengeance de Bahamut. Et je pense qu'il y a un tome 5 parce que clairement la fin, si c'est ça la fin, c'est pas du tout une fin, c'est nul même, mais je ne lirai pas le tome 5. En fait, on est dans une saga, enfin on est dans une série où il y a un village d'enfants avec un seul adulte protégé par une pierre et cette pierre arrête le temps, ce qui fait que les enfants restent enfants et l'adulte vit éternellement, tu vois. Sauf qu'au début du tome 1, donc, la pierre est volée. Et donc il faut retrouver la pierre parce que sans cette pierre, le temps a repris son cours, les enfants vont vieillir et l'homme va vieillir également. Et ce sont des enfants qui sont habitués à être enfants et ils savent qu'ils vont vivre comme ça toute leur vie éternellement, etc. Et donc ils paniquent à l'idée de vieillir, tu vois. Et donc il y a un petit groupe d'enfants qui est, parmi les plus âgés évidemment, qui a pour mission de partir à la poursuite de la voleuse, donc de cette pierre magique. Et donc on parle pas mal de gestion du temps, il y a pas mal de... Il y a tout un univers qui est mis en place autour pas des voyages dans le temps à proprement parler, mais la ligne du temps est différente de la nôtre. J'ai déjà expliqué, j'ai du mal avec ça. Mais à la fin, j'avais trouvé la fin du tome 2 vraiment hyper cool et ça ouvrait sur... En fait, j'avais beaucoup de questions et j'avais envie, bizarrement, de continuer. Quand j'étais en train de lire le tome 2, je me disais, bon, je vais clairement pas continuer parce que ça me saoule. Et puis arrivé à la fin du tome 2, je me suis dit, waouh, c'est dingue, je veux connaître la suite. Donc, c'est pour ça que j'ai emprunté les tomes 3 et 4 et que je les ai lus. Mais clairement, ça part trop loin pour moi en termes de gestion du temps, en termes d'espace-temps. Il y a même des dieux, des créatures fantastiques, des enfants, enfin ça part vraiment dans tous les sens. Selon moi, je suis même pas sûre de tout avoir compris. Et vraiment, la fin du tome 4 n'apporte strictement aucune réponse. Alors soit j'ai vraiment rien compris, c'est possible, soit ça n'apporte vraiment aucune réponse et il y aura un tome 5. Je sais pas quand est-ce que le tome 4 est sorti. En tout cas, à ce jour, je n'ai pas vu le tome 5. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Soit à ma bibliothèque ou sur les réseaux. Voilà, celui-là est sorti en juin 2024. Donc je pense qu'il y aura un tome 5. Mais clairement, je ne le lirai pas parce que j'ai trop de mal avec ces univers d'espace-temps qui bouge et d'espace-temps qui n'est pas... En fait, de ligne du temps qui n'est pas normal. C'est vraiment le temps dans cette saga ne s'écoule pas de la même manière que pour nous. Et ça, c'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal à dealer. Vraiment, j'ai déjà expliqué. Tu peux me faire n'importe quel univers de fantasy, de je sais pas quoi, de ce que tu veux, de fantastique, bidule, avec des créatures, ce que tu veux. Même dans La Roue du Temps, il y a des passages qui te font passer d'un endroit à l'autre. Et genre, il y a 100 000 km entre les deux, mais tu passes entre les deux passages en 2 secondes et demie, tu vois. Ça va, pas de souci. Mais le temps, j'ai beaucoup de mal. Vraiment, si la ligne du temps n'est pas la même dans l'univers que dans le nôtre, je n'y arrive pas. Donc là, je vais arrêter parce que ça sert clairement à rien. Je vais juste m'agacer après l'univers parce qu'il tourne pas rond, selon moi, en fait. Mais du coup, je peux pas vous dire si c'est une bonne saga ou une mauvaise saga en termes d'espace-temps, etc. C'est juste que moi, j'y arrive pas avec ces trucs-là. Donc, j'ai quand même réussi à lire 4 tomes de cette saga alors que j'ai du mal à gérer tout ça.
ça peut vous donner une idée. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 graphiques ou sagas, vous l'avez compris. Je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.